je dirais que cette socialisation des chômeurs ou cette normalisation des comportements, elle recouvre deux dimensions. Une dimension technique et puis une dimension comportementale. Alors technique, des échos bizarres, porte d'abord sur des outils que l'on voulait fournir, et vous connaissez ça bien mieux que moi, des outils que l'on voulait fournir aux individus concernés, donc aux chômeurs, pour les aider à améliorer leur recherche d'emploi. Alors, qu'est-ce qui permettait de légitimer, de justifier cette approche? Eh bien, c'est que souvent on dit que la recherche d'emploi, et c'est vrai, c'est une activité extrêmement compliquée, complexe, que ça ne s'improvise pas, et que donc, il est bienvenu que des conseillers spécialistes de la recherche d'emploi et de l'employabilité viennent aider les demandeurs d'emploi qui découvrent. Imaginez quelqu'un, et vous le savez pourquoi, qui à 45 ans se retrouve licencié alors qu'il a travaillé depuis 16 ans dans la même entreprise. On lui dit maintenant tu vas sur le marché du travail et tu mets en place une stratégie de recherche d'emploi avec un projet professionnel et des data. Pour lui, c'est du chinois. Donc, mise en place donc de délivrance, passation d'outils. Alors, deux types d'outils, les outils d'aide à la réflexion et puis des outils d'aide à l'action. Alors, les outils d'aide à la réflexion, c'est en premier lieu, on va aider les chômeurs à réfléchir à prendre un temps de recul et à réfléchir sur leur passé pour mieux construire leur futur. Donc, ça passe par des outils. Je vais aller très vite, bilan personnel et professionnel, récit de vie, des démarches pour une meilleure connaissance de soi, méthode des points forts et des points faibles, bilan de compétences, et définition d'un projet professionnel réaliste et réalisable. D'où ensuite, lorsque tout ça est fait, lorsque ces étapes sont faites, eh bien on peut passer à l'action et à l'utilisation d'outils qui se sont répandus sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, quand on parle de CV, de candidature spontanée, de lettres de motivation, de réponse à une offre d'emploi, et puis Internet s'est mis là-dessus avec tout ce qui peut être en ligne, ça nous semble complètement banal. Quoi de plus banal qu'un CV? Il y a 40 ans, 50 ans, c'était absolument pas dans les mœurs. Mon père, qui a aujourd'hui 78 ans, il n'a jamais eu à faire de recherche d'emploi avec un CV, il ne sait absolument pas ce que c'est. Donc c'est aussi quelque chose qui s'est construit socialement et historiquement. Il a fallu définir, construire cet outil qui est maintenant en vigueur sur le marché du travail et dont tout le monde se sert. Bien, ça c'était l'approche technique. Maintenant l'approche comportementale, je vais aller très vite là-dessus, c'est aider le chômeur à jouer le rôle du bon candidat. Parce qu'une fois qu'on a utilisé tous ces outils, qu'on les a mis en branle, etc., normalement, ça débouche sur une rencontre en face à face avec un recruteur dans le cadre d'un entretien d'embauche. Et là, ce que font beaucoup de conseillers, eh bien, c'est de préparer les chômeurs à cette épreuve de la rencontre avec le recruteur, parce qu'on va être cuisiné la plupart du temps et parfois malmené. Et donc, ça passe par ce qu'on appelle les simulations d'entretien qui sont filmées et à travers lesquelles on essaie, en tant que conseiller, de lui passer les bons conseils pour éviter, pour jouer son rôle de bon candidat. Alors, sachant quand même que cette situation de face à face entre demandeurs d'emploi et recruteurs, et vous le savez mieux que moi, est une situation assez problématique dans le sens où c'est une situation rapport de force asymétrique, où il y a un demandeur, où il y a un acheteur, mais où là c'est plus complexe encore, c'est que le demandeur doit quelque part gommer cette relation, c'est-à-dire savoir se vendre, mais sans pour autant s'inférioriser. Alors ça renvoie à toute l'approche goffmanienne qui, dans les rites d'interaction, décrit comment on doit savoir tenir sa place en tant qu'inférieur, mais surtout pas faire montre d'allégeance et surtout pas perdre la face en s'infériorisant, mais surtout aussi, le gog qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire perdre la face au recruteur, parce que là, on est grillé, ça c'est clair et net. Alors pour finir là-dessus, quid du travail du conseiller à cette époque-là, de la rationalisation de la recherche d'emploi? On peut dire qu'il s'agissait de la transmission d'utilisation d'outils, puis la transmission d'un modèle comportemental. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que le conseiller détient une expertise, on peut dire expertise incertaine. Car, autant conseiller avec autant d'expérience qu'il puisse avoir, il ne maîtrise pas les attentes des recruteurs et il ne peut pas les
contrôler. Donc, comme il dit parfois, le CV idéal n'existe pas. On peut l'améliorer, on peut essayer de le préparer au mieux, mais on ne sait jamais exactement comment le recruteur va réagir. Donc, c'est une expertise fragile à laquelle s'ajoute un autre problème qui est celui, j'en ai déjà parlé, de l'impuissance du conseiller face au marché du travail. Et les conseillers ont dû se débrouiller avec ces doubles contraintes, cette expertise incertaine et cette impuissance par rapport aux employeurs et au marché du travail. Et on peut comprendre que de ce fait-là, ça les a amenés à avoir ce que certains sociologues ou critiquants disent, c'est une approche psychologisante. Ben oui, c'est psychologisant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est conseiller? On vous envoie des chômeurs dont il faut s'occuper. Ce qu'on peut faire, c'est les aider au mieux et se centrer sur leur histoire, sur leur parcours pour les aider à continuer au mieux. Et en général, quand on interroge les chômeurs là-dessus, ils disent que oui, ils ne sont pas dupes, ils savent bien que les conseillers dans leur poche, ils n'ont pas des tas d'offres d'emploi à leur fournir, mais qu'au moins ils ne sont pas tout seuls et qu'ils trouvent auprès des conseillers une écoute et puis un lieu de parole aussi pour exprimer toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Fin de la première période. Deuxième période qui s'amorce, me semble-t-il, à la fin des années 90, début des années 2000. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il n'y a pas une date précisément fixée qui dit qu'à partir du 30 mai 1997, voilà, tout a changé. Non, ça ne se passe pas comme ça a été progressif. Mais il y a quand même des choses qui se sont nettement mises en place, et notamment, me semble-t-il, sous l'effet des orientations européennes, qui ont été, me semble-t-il, assez influentes en France, en tous les cas, je ne pense pas que ce soit en France, et qui ont largement réorienté les manières de faire dans ce milieu de l'accompagnement. Et on commence à parler d'accompagnement justement à ce moment-là. J'ai 2 pages devant moi de dates, je ne vais pas vous les citer parce que ça serait très fastidieux. Je vais en citer 2, mais bon, c'est un peu au hasard. 1997, c'est le traité d'Amsterdam en juin, qui, donc au niveau européen, va commencer à mettre l'accent sur une lutte très fortement énoncée contre le chômage de longue durée. Ça s'appelait pour leur offrir un nouveau départ. Voilà. Alors, cette amorce va entraîner toute une suite de réformes qui vont aller en s'accentuant. Et en France, ça s'est traduit notamment, il y a eu plein de choses avant, mais je ne rentre pas dans le détail, ça s'est traduit en 2005 par la fin, ce qu'on a appelé la fin du monopole de placement et d'accompagnement de la NPE. Concrètement, qu'est-ce que ça a voulu dire? Eh bien, ça a voulu dire que d'autres commanditaires que la NPE ont eu le droit d'orchestrer ce marché de l'accompagnement et ces prestataires de services. Notamment, l'UNEDIC est entré dans le jeu, qui gérait à l'époque tout ce qui était assurance chômage, et puis les collectivités territoriales. Donc, à côté de la NPE, de nouveaux commanditaires. Et qu'est-ce que ça a produit, ça? Eh bien, ça a produit un chamboulement sur le marché de l'accompagnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme je vous le disais, les prestataires de services de la NPE étaient surtout issus du milieu associatif. Ils venaient du milieu associatif. Et l'UNEDIC a dit, bon, ok, on va lancer des marchés, et on fait appel à tout type de prestataires, associatifs, mais aussi, gros appel du pied, les sociétés privées, n'hésitez pas à répondre à nos appels d'offres. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu sur ce marché de l'accompagnement de plus en plus ce qu'on a appelé des opérateurs privés de placement, qui se sont mis en place et qui ont été largement sélectionnés par l'UNEDIC et qui ont donc fortement concurrencé les associations qui depuis 20 ans faisaient de l'accompagnement ou de l'aide à la recherche d'emploi. Et c'est là que je vois mon deuxième mouvement de rationalisation en fait. Avec cette logique mise en place qui vient de l'Europe de l'activation des chômeurs ou de l'activation de la recherche d'emploi, mais on parle directement d'activation des chômeurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement là? C'est que on va booster un petit peu plus les chômeurs, mais surtout, ce qui se passe, me semble-t-il, c'est que cette activation est synonyme de rationalisation de l'activité des conseillers. C'est-à-dire que de plus en plus vont se mettre en place des procédures gestionnaires pour contrôler et booster et activer en fait les pratiques des conseillers ou des professionnels de l'employabilité. Alors,
Ces tendances rationalisatrices, en fait, ça fait très appel à Weber, à Max Weber et à sa théorie de la rationalisation de la société. Hein. Il dit bien, en fait, dans la rationalisation, il y a des choses irrationnelles qui se passent, ça c'est clair. Et la rationalisation, c'est des tendances qui se répandent dans la société. Je vais encore mettre en panne un deuxième. Ce sont des grandes tendances qui se répandent dans la société, mais à des rythmes et à des intensités différentes. C'est-à-dire que vous trouvez encore en France des mesures d'accompagnement qui sont encore très modèle social, travail social, mais de moins en moins. Et on voit des organismes qui étaient très affichés travail social, comme ce qu'on appelle les missions locales en France, mis en place en 82 pour les 16-25 ans, et qui prônaient une approche globale des jeunes, et bien être de plus en plus rationalisés dans leur pratique, à tel point que maintenant, leurs commanditaires, qui sont souvent les régions, axent de plus en plus la priorité sur le retour rapide en emploi durable et insistent beaucoup pour que les conseillers de ces jeunes orientent cette main-d'œuvre vers les métiers en tension, là où il y a de la pénurie. Voilà. Et mettre en place, j'arrêterai là-dessus pour l'émission locale, un outil qui fait sauter au plafond, même s'il est très haut, les conseillers des missions locales, c'est-à-dire Parcours 3. Parcours 3, c'est un logiciel de contrôle de l'activité, un logiciel de suivi des, on va dire des choses dans l'ordre, de suivi du public, mais en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'un logiciel de contrôle, finalement, de l'activité et des résultats. Objectif, moyen, résultat, hein, ça c'est le trio fantastique, des conseillers. C'est-à-dire combien ils en mettent en emploi et combien de temps, et pour combien de temps, c'est-à-dire durable ou pas. Alors pour finir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des pratiques d'accompagnement que j'ai pu observer chez un des opérateurs privés de placement, où il y a peut-être les plus fortes contraintes qui portent sur les conseillers. Donc c'est pas partout pareil, mais je pense que c'est assez intéressant d'illustrer à travers un exemple où c'est le plus dur pour les conseillers, sachant que, à mon sens, tout tend vers ce genre d'encadrement, non plus les chômeurs, mais des conseillers. Alors je vais l'appeler OPPX, je ne vous donnerai pas évidemment son nom. Et c'est donc une société internationale qui s'est implantée en France dans les années 2004-2005. Donc je suis allée sur le terrain, j'ai été interviewer des managers, alors tout est à l'américaine, tout est en anglais, des managers et des conseillers, et j'ai passé plusieurs jours à regarder ce qui se passait, et donc je vous rends compte de ce qui se passe chez cette OPPX. Alors, première chose qu'on vous dit, alors leur titre c'est conseiller en accompagnement et placement, pour insister sur le fait qu'ils accompagnent mais qu'ils placent. Bon. La première chose, une des choses qu'on vous dit assez rapidement, quand on arrive dans une organisation, quelle qu'elle soit, en général il y a des devises qui vous sont comme ça 10 minutes avalées. Il y a des devises qu'on vous dit, on dit ici c'est comme ça, ici c'est le mot d'ordre, c'est comme ci, c'est comme ça. Et dans cet organisme, le mot d'ordre qu'on nous a dit d'emblée en tant que conseiller, il faut savoir qu'ici, hein, on nous dit on ne fait pas de social. Ça c'est le discours officiel des responsables, hein, que l'on délivre aux conseillers lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils prennent leur place. Et alors, à tel point que une conseillère, c'est plus des femmes que des hommes, hein, qui sont embauchées dans ça. On pourrait revenir là-dessus, mais je n'aurai pas le temps, j'ai 10 minutes. Mais c'est pas anodin. À tel point, nous disent les conseillères, que tout est protocolé, c'est-à-dire que notre activité